préfet de région, monsieur le préfet de département, monsieur le ministre, madame la députée, madame la maire, messieurs les conseillers généraux, monsieur le président de la communauté d'agglomération, mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur général délégué des réseaux ferrés de France, mesdames et messieurs. C'est toujours un moment particulier d'être présent aux côtés des élus au moment de la signature d'une session de terrain, aujourd'hui par Réseau Ferré de France, 5 hectares et demi de foncier à l'établissement public d'aménagement du Mantois-Sénaval. Un moment particulier parce qu'au-delà de ce moment formel, c'est aussi tout un projet qui se concrétise. Et je voudrais à cet instant remercier celles et ceux qui ont pesé, qui ont agi pour que ce projet, cette opération d'aménagement de Mantes Université, exemplaire à plus d'un titre, je vous le confirme, Madame la maire, soit réalisée. Je crois qu'elle était attendue depuis bientôt 5 ans. Exemplaire car ce projet d'aménagement consiste à reconquérir des friches industrielles et ferroviaires situées au cœur de l'agglomération. Et je veux vous donner raison, monsieur le directeur général délégué, en effet, le patrimoine et les emprises ferroviaires sont des lieux à préserver quand ils ont vocation à évoluer, mais sont aussi et peuvent aussi être des lieux de recyclage urbain qui existent dans nos villes. Il s'agit, comme disent les professionnels, de refaire la ville sur la ville et de donner une nouvelle vie à des territoires sous-utilisés, mais qui disposent d'un fort potentiel de transformation, plutôt que d'artificialiser les territoires agricoles ou naturels, ce que nous avons trop longtemps fait dans la région Île-de-France. Je veux le dire aussi, et je suis très sensible, vous l'avez visité, à l'histoire de la ville, au patrimoine industriel, au fait de conserver l'histoire d'un territoire, de le faire évoluer en gardant ce qui a été son identité de manière très importante. Ce territoire est idéalement placé à proximité de la gare de Mantes-la-Jolie, dont l'excellente desserte sera, je vous le confirme, encore améliorée en 2020 avec l'arrivée du RER E. Exemplaire également, car le projet d'aménagement qui sera développé vise à construire un quartier mixte, et là vous avez en effet parfaitement raison, qui accueille à la fois des logements, de l'activité économique, des équipements publics divers, des commerces et un parc. 2000 logements, dont 20% de logements sociaux, qui verront donc le jour. Ces logements seront une contribution importante au mieux vivre dans votre territoire. Je sais aussi que parfois ces sujets font débat, alors je veux le dire, exemplaire parce que ce projet met en œuvre ce que j'appelle la densité confortable. Je pense que c'est un travail de tous, un travail des élus, un travail des professionnels, d'expliquer que refaire la ville et faire une ville agréable à vivre, c'est faire une ville où on peut avoir accès à des équipements publics, accès au transport, accès au commerce, à pied, facilement, donner une qualité de vie aux enfants et à ce titre, la présence de la nature en ville, la reconquête de la Seine, qui n'est pas seulement un moyen de transport, mais un lieu structurant, la place de la nature dans un territoire sont des éléments absolument décisifs. Exemplaire enfin, et je l'ai dit, car ce projet, et je veux insister parce que je pense que dans nos territoires, et en particulier en Île-de-France, où on a expérimenter l'urbanisme nouveau avec les villes nouvelles, avec la création sans histoire de territoires entiers, de villes entières sur des terres agricoles, allier de manière remarquable la conservation de l'histoire des lieux avec le patrimoine exceptionnel de la Halle-Sulzère, est un élément absolument décisif. Je pense que nos territoires, nos villes vivent mieux quand elles acceptent l'évolution de leurs histoires, quand elles respectent leur identité, quand elles respectent leur passé. Et je pense que c'est vraiment un travail de plus en plus important qui sera, et j'y reviendrai aussi, le rôle des outils de l'État, que de se mettre au service des collectivités qui doivent affronter des problèmes complexes, comme celle de vouloir à la fois conserver un patrimoine industriel remarquable, mais avec toutes les difficultés techniques et opérationnelles que cela pose, et la volonté aussi de le voir évoluer parce qu'il ne répond plus au fonctionnement d'une entreprise tel que c'est le cas aujourd'hui. Au travers de cette opération, je souhaite donc souligner l'enjeu de la mobilisation du foncier public pour construire davantage de logements. Vous le savez, c'était une volonté présidentielle très forte. La loi a été définitivement adoptée le 18 janvier 2013, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'un an, et c'est un outil absolument essentiel pour faire face à une crise du logement sans précédent. Je n'y reviendrai pas de manière très longue, mais vous le savez, la crise du logement en France, 3,5 millions de mal logés, et plus particulièrement en Île-de-France, est absolument inacceptable. Et nous devons tout faire pour apporter une réponse, et une réponse durable, en accélérant et en amplifiant la construction neuve, en rénovant notre parc ancien, en transformant des locaux de bureaux obsolètes en logements.
le gouvernement a fait de cette question une priorité de sa politique et nous y contribuerons par tous les moyens. Je l'ai dit souvent, le logement est un bien de première nécessité. C'est en tant que droit à part entière qu'il a été considéré et défendu dans le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové qui a été adopté par les députés et les sénateurs en commission mixte paritaire et qui sera, ce sera donc une journée particulière, celle qui illustre la loi votée l'année dernière et celle qui verra, j'espère, son adoption demain et après-demain par les députés et les sénateurs. Cette loi du 18 janvier que j'ai évoquée prend tout son sens par la cession de foncier dans le cadre de projets de ce type, puisque sur les terrains cédés par RFF s'élèveront demain 900 logements. C'est donc une contribution significative à la résorption de cette grave crise. Il s'agit donc d'affronter l'ensemble d'une chaîne qui commence par la maîtrise du foncier et qui s'achève par la sécurisation de l'ensemble des parcours résidentiels. Le foncier, vous le savez, est devenu rare et cher et parfois complexe et je rends hommage au travail des équipes qui s'attellent à la dépollution du site puisque reconvertir des sites industriels et rendre possible l'accueil de logements ou d'autres activités nécessite souvent un travail de dépollution et je crois que les expériences qui sont menées ici sont extrêmement intéressantes. La disponibilité du foncier est en effet une condition préalable pour construire là où sont les besoins. C'est pourquoi, effectivement, le gouvernement travaille à un choc foncier qui permettra le lancement de nouvelles opérations dans la région et de réduire le coût du logement. Comme vous le savez, la loi Grand Paris de 2010 et le schéma directeur de la région Île-de-France, approuvé par décret fin décembre, fixent un objectif ambitieux mais nécessaire. 70 000 logements neufs par an en Île-de-France. Cet objectif s'impose à tous, État et collectivités. Il implique de changer de braquet par rapport au rythme actuel de production qui plafonne dans notre région depuis des années à 50 000 logements par an. L'accélération de la libération de foncier public et des opérateurs de l'État, l'application de décotes sur les prix des terrains seront déterminants pour atteindre cet objectif. Ce dispositif de cession permettra non seulement d'accroître le volume du foncier à bâtir disponible, mais il sera également, et c'est là qu'il prend tout son sens, garant de l'équilibre financier des programmes d'aménagement pour leur permettre de voir le jour. Et depuis l'engagement pris par le président de la République pour mettre à disposition le foncier public, nous n'avons pas chômé pour concrétiser cette promesse. La loi a été publiée le 18 janvier 2013 et ses décrets d'application sont parus le 15 avril et le 18 octobre pour celui qui concerne les établissements publics. Les préfets de région sont donc depuis lors mobilisés pour arrêter la liste des terrains de l'État mobilisables à des fins de logement. En Île-de-France, je souhaite ici remercier le préfet Jean Daubigny, qui s'est fortement impliqué dans ce dossier aux côtés des préfets de département, a ainsi arrêté en octobre une liste de 72 terrains qui représentent 277 hectares susceptibles d'accueillir près de 20 000 logements. Je souhaite que l'ensemble des terrains de cette liste puissent être cédés et construits dans les plus brefs délais, car nous n'avons pas le droit de laisser des terrains en friche quand on est confronté à une crise du logement et que des personnes dorment encore aujourd'hui dans la rue. Dès les élections municipales, l'État sollicitera donc tous les nouveaux exécutifs locaux pour leur proposer d'engager sans attendre des opérations d'aménagement sur ces terrains. À défaut de réponse, l'État mobilisera ses propres outils, dont les EPA et la FTRP, afin de construire. La publication en octobre dernier du dernier décret relatif aux établissements publics, notamment ferroviaires, qui a rendu possible la session qui nous réunit aujourd'hui, témoigne d'une avancée supplémentaire, puisque, comme vous l'avez exposé, monsieur le directeur général délégué de RFF, les friches ferroviaires constituent une offre foncière très intéressante pour les projets urbains, car elles sont très souvent en cœur d'agglomération. Elles sont souvent liées à d'anciennes emprises industrielles qui sont en phase de reconversion et donc peuvent participer de ce travail. Il faut donc les mobiliser de manière ambitieuse. Je vous ai entendu, le doublement des cessions, puisqu'entre 2008 et 2011, la cession des terrains de la SNCF et de RFF a permis de réaliser 6 000 logements. Notre horizon, je vous ai entendu, c'est donc bien 27 000 logements sur les nouvelles cessions dans les 5 ans qui viennent. La charte donc sera, je vous le confirme, prochainement signée par la SNCF et RFF avec l'État. Elle formalisera cet engagement essentiel au service de la politique publique du logement.
Je voudrais là aussi remercier de leur engagement la SNCF et la RFF qui n'ont pas attendu la publication des décrets pour se mobiliser et travailler sur cette charte afin effectivement d'être absolument disponibles à l'égard de l'ensemble des collectivités locales au lendemain des futures élections municipales, auprès et au plus près des nouvelles équipes pour mettre en œuvre ces projets. Le succès de la mobilisation du foncier public impliquera là aussi une très forte collaboration entre l'État, les établissements publics, les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux. C'est bien l'esprit du plan, je vous confirme, Madame la maire, pour l'aménagement et la construction de logements dans le Grand Paris que j'ai présenté au Conseil des ministres du 29 janvier. En effet, sans attendre la mise en œuvre de la future métropole du Grand Paris et pour considérer aussi le travail avec l'ensemble des élus locaux, je souhaite que la méthode sur laquelle j'ai appuyé le travail sur le réseau de transport et le nouveau Grand Paris soit la même. Elle reposera sur un partenariat étroit et le contrat entre l'État et les collectivités locales. C'est bien main dans la main sur ces sujets que l'État et les collectivités doivent travailler. Les collectivités sont à l'initiative des projets, sont souvent très inventives et porteuses d'initiatives. Les contrats de développement territoriaux l'ont montré, ils ont été plébiscités par les collectivités locales car ils permettent de valider le projet porté par les élus. C'est pourquoi j'ai proposé dans le cadre de la loi ALUR que l'ensemble des territoires de l'unité urbaine de Paris, dont fait partie Mantes, puissent s'engager elles aussi dans l'élaboration d'un contrat de ce type. Ce partenariat passera également par une aide apportée aux collectivités qui bâtissent. Oui, Monsieur le Président, et comme d'autres, je vous ai entendu, nous devons absolument apporter une aide aux maires bâtisseurs, aux collectivités qui bâtissent et qui participent de cette volonté de résoudre la crise du logement. Outre des prêts à taux bonifiés apportés par la Caisse des dépôts, cette aide prendra la forme d'une prise en compte de l'effort de construction dans les dotations versées aux collectivités. Nous allons intégrer cet élément dans les dotations. Ces modalités sont en cours de définition, mais les décisions seront prises très rapidement. Enfin, l'État apportera son soutien par la mise à disposition d'outils adaptés à l'image de l'établissement public d'aménagement actif sur votre territoire. Et je salue moi et aussi son directeur qui va donc aller vers d'autres territoires un peu différents de ceux qu'il a connus, mais sans doute tout aussi passionnants. Leurs périmètres devront être redéfinis dans le cadre des évolutions institutionnelles qui vont advenir en Île-de-France d'ici à 2016. Et je souhaite en conclusion vous dire à quel point les projets qui sont portés par les collectivités locales sur l'ensemble du territoire doivent être et seront soutenus par l'État. C'est bien un effort commun, un effort partagé qui doit se faire et je souhaite vraiment une pleine réussite au projet d'aménagement de Mantes Université ainsi qu'à tous ceux qui verront dans les jours et les mois prochains le jour grâce à la libération de terrains publics. Je vous remercie.